comme j'avais pas d'argent, et il me restait très peu d'argent, lui il m'a dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, tu vas aller du côté espagnol, tu vas acheter des cigarettes blondes. Puisque ici, côté français, enfin, côté, oui, français, euh, les cigarettes blondes sont vendues très chères. Et j'ai commencé à faire de la contrebande de cigarettes, donc entre le côté espagnol et le côté français de la Mauritanie. Mais il fallait éviter de passer par la douane, parce que comme c'était vraiment des trafics, tous les jours, je faisais un ou deux voyages comme ça, j'allais acheter des cigarettes blondes, je les revendais et comme ça, je me suis fait un peu d'argent avant de continuer mon Mais voyage. tu n'étais sans doute pas le seul à faire ça. Ah oui, mais non, j'étais pas seul, mais le voyage se faisait seul. Pourquoi? Parce que malheureusement, on le faisait seul. En tout cas, ce jour-là, je l'ai fait tout seul. Je suis parti, j'ai acheté donc ces cigarettes et je suis passé par des dunes pour éviter la douane. Et en marchant, à un moment, je me retourne, je vois deux loups. C'était deux. Euh, je me plein des ailes, d'où ils sortent ces loups. Je marchais, ils me suivaient, je m'arrêtais, ils s'arrêtaient. À un moment, alors là, ils sont devenus menaçants. Et à ce moment, je leur ai jeté mes cigarettes à la gueule et j'ai commencé à courir. Mais quand on court dans les dunes, on a l'impression de faire du surplace. Et j'étais pourchassé par ces loups-là. Et en ce moment, j'ai commencé à crier au secours, au secours. Et les gens qui étaient à la douane m'ont entendu. Et ils ont commencé à tirer des coups de feu en l'air. Et les loups ont remonté chemin, ils se sont tués. Alors, je suis venu jusqu'à eux, donc à cette gare. Ils m'ont dit, d'où tu viens? J'ai dit, ben, je suis allé du côté mauritanien. Et on vous a dit de ne jamais partir tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dévorés par des loups. C'est très dangereux. C'est en ce moment que, bon, j'ai pris la route normale. Donc, après cet épisode des loups, tu as continué ton trafic? Et oui, oui, je suis resté quand même un moment à Ouagadougou parce que j'avais plus d'argent, très peu. Et le peu d'argent que j'avais pu économiser était pour préparer le voyage vers Las Palmas, qui est toujours espagnol. Donc, muni de mon visa espagnol en Mauritanie espagnole, et je pouvais continuer mon voyage jusqu'à Las Palmas. Et donc là, j'ai demandé quand est-ce qu'un bateau pouvait, c'est pas des bateaux, c'est-à-dire que comme il y avait des militaires espagnols qui étaient donc en Mauritanie espagnole, une fois par mois, ce bateau amenait du courrier aux soldats qui étaient là-bas. Et au départ, à leur départ vers l'Espagne, donc Las Palmas, on pouvait donc emprunter c'était un petit bateau hein, qu'on pouvait prendre pour y aller. Donc il fallait payer aussi. Là, j'ai attendu le mois où je devais partir. J'avais amassé un peu d'argent pour payer mon voyage jusqu'à Las Palmas. Et c'est ainsi que le jour J, j'ai pu prendre donc ce bateau pour aller à Las Palmas. Mais là, il y a eu une surprise. J'avais rencontré, bon, il y avait un type de Cancan. On avait presque grandi ensemble, mais on ne se connaissait pas très bien. Et lui, je l'avais rencontré à Dakar et il faisait le voyage aussi. Je ne sais pas quand est-ce qu'il voyageait, ni comment. Et au moment où j'embarquais sur ce bateau-là, qui je vois ce type euh, qui s'appelle SK, parce que je maquille un peu son nom, parce que sa famille pourrait le reconnaître si je dis son nom. Disons, il s'appelait SK. Et je rencontre
Donc, ce type, on s'était vu à Dakar, mais je savais qu'il voyageait, mais quand est-ce qu'il le faisait, on savait. Et c'était comme si je voyais un frère. Lui aussi, il a été surpris de me voir. Et en même temps, il partait aussi. Mais lui, son père, à Tindou, à Mauritanie espagnole, son père avait immigré quand il était tout petit. Il venait de naître d'ailleurs. Mais il est venu rejoindre son père, qui lui a donné l'argent pour qu'il puisse faire son voyage. Donc, et on a fait ce voyage et vraiment pour moi, c'était comme si j'avais rencontré un frère. Et on a pris donc ce rapio jusqu'à Las Palmas. Arrivé à Las Palmas, on a été dans une pension, la pension Rodriguez. Et comme il y avait des Sénégalais qui venaient aussi vendre des statuettes à Las Palmas, il y avait un peu de, de vente de statuettes par donc des Sénégalais qui venaient, mais qui ils n'étaient pas obligés de passer par le chemin où on était, nous. Hein. Ils venaient faire leur commerce. Et on était tous logés donc dans cette pension Rodriguez. C'était une très très grande salle et il y avait des lits. Chacun payait son lit. Moi, j'avais beaucoup d'argent. SK et un commerçant sénégalais, nous étions tous les trois, on n'avait rien à faire, il fallait tuer le temps pour pouvoir trouver la possibilité de continuer le voyage jusqu'à sur le continent. Et ouais, j'avais plus d'argent. Et SK me disait, bon, écoute, quand ils allaient au restaurant manger, et comme moi j'avais plus d'argent, il me disait, toi tu ne me suis pas. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, oui, parce que moi j'ai de l'argent, je, je mange, et comme je ne veux pas te payer à manger, alors quand je te vois assis, tu me coupes l'appétit. Donc, quand nous allons manger, tu ne viens pas avec nous. J'ai dit oui. Je ne demandais pas, je ne lui demandais pas non plus de me payer à manger. Il s'est mis dans la tête qu'il ne pouvait pas me payer à manger alors que je ne lui ai rien demandé. Donc, quand il partait, moi, je restais tout seul dans la pension. Le peu d'argent que j'avais, c'était pour payer donc, mon lit. Donc, je ne pouvais pas dépenser autrement. Comme je disais, il y a toujours une petite étoile qui guidait mon voyage. Un jour, je descends pour aller faire les 100 pas. Et la propriétaire de la pension me dit, hé, hé, arriva. En espagnol, je descends, elle m'amène à une salle à manger. Elle me dit, allez, mange. Le réflexe du partage de l'Africain, je me lève pour aller appeler les autres pour leur dire qui a mangé. Elle me dit, non, 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 commerçante, toi, tu manges pas eux. Là, on me sert à manger. Ils avaient remarqué que je ne sortais pas. Et il y avait tout, entrée, dessert, plat et tout. Et après, tous les jours maintenant, j'étais à table avec eux. Ils m'avaient adopté comme leur enfant, quoi. Ils m'ont dit que je ne payais pas mon lit et que je mangeais avec eux. Et les autres étaient devenus jaloux. J'ai dit oui, 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 parce qu'on t'a privé de venir avec nous, c'est comme ça que tu as eu la chance d'avoir à manger pour rien. Que vous avez voulu me faire du mal et Dieu m'a récompensé. Et on est resté. Et en ce moment, je suis allé, parce que je ne pouvais pas rester, j'avais plus d'argent. euh, j'ai demandé si on pouvait travailler un peu. Et sur le port de Las Palmas, il y avait un vieil Algérien qui parlait très bien français, donc français. Et cet homme qui s'appelait Mohamed m'avait pris vraiment comme son fils. Et comme il travaillait sur le port, et c'est lui qui m'a donné la place pour être docker, pour monter les régimes de bananes qui partaient vers l'Europe. Et j'ai travaillé un moment donc, sur ce port, comme docker, et j'ai dit que je voulais continuer mon voyage sur le continent.
Il m'a dit, bon, ben, et là, il m'a fait rencontrer un monsieur. Il m'a dit, est-ce que j'ai dit oui, j'ai un diplôme d'électricien, je veux aller en France pour être électronicien. Il m'a dit, d'accord. Il connaissait tout le monde sur l'île, hein. Il m'a fait rencontrer un monsieur qui s'appelait Yacouba, qui était de la Guinée espagnole, Guinée équatoriale. Et Yacouba était un petit entrepreneur en électricité parce qu'il y avait beaucoup de Libanais qui avaient des commerces à Las Palmas et il leur faisait leur installation. Mais lui, il le faisait parce qu'il n'avait pas fait d'études de ça, mais il se débrouillait très bien. Et il m'a pris avec lui. Il m'a dit, bon, maintenant, moi, je trouve des clients et toi et moi, on fait l'installation électrique. Et là, à Las Palmas, le commerce a commencé à bien marcher, enfin, le travail a bien marché pour nous. Et jusqu'à ce moment-là, la famille Rodriguez m'avait complètement adopté. Ils m'ont dit, je ne payais rien, l'argent que je gagne, je garde ça pour le voyage et tout ça. À un moment, bon, eux, ils étaient là, ils n'avaient plus rien. Moi, j'étais le plus riche maintenant. Alors, évidemment, et Yacouba m'a dit, bon, écoute, c'est pas la peine d'aller en France, reste ici, on peut vraiment avoir beaucoup d'argent ici. Et moi, j'ai dit, non, non, mon but, c'est d'aller en France pour continuer mes études, je ne reste pas. Quand j'ai eu suffisamment d'argent, je suis parti en premier, eux, lui surtout, parce que l'autre était sénégalais. Le Sénégalais, il faisait son commerce, mais lui, il n'avait plus rien. Et moi, je l'ai laissé là-bas. J'ai continué. Je suis resté à Las Palmas jusqu'à mi-février 64. Et là, j'ai pris le bateau, un paquebot, qui m'a amené à Cadix, en Espagne. Et de Cadix, je suis venu à Barcelone. Donc, je suis resté donc, à Barcelone tout le mois de février, mars, pour chercher un passage pour continuer mon voyage en France. Il y a eu une opportunité qui s'est présentée donc vers le début du mois d'avril, au mi-avril d'ailleurs, pour continuer le voyage. Et là, on a traversé les Pyrénées, mais avant d'arriver aux Pyrénées, il y a un fleuve qui s'appelle la Bidasoa. Et la traversée se fait de nuit. Il y avait des passeurs, il y avait plusieurs Africains, donc candidats au voyage, qui étaient là, et ils avaient passé un câble, une espèce de corde qui traversait le fleuve, parce que ce n'était pas un fleuve qui était profond, mais il y avait quand même un courant qui était très fort. Et comme la traversée se faisait de nuit, on mettait à la queue le leur et on passait avec cette corde. Mais Et pourquoi ça se faisait de nuit? Parce que c'était surveillé. bien sûr que c'était surveillé. Tout ce qui est clandestin est surveillé. Donc, les passeurs nous faisaient faire ce voyage la nuit pour ne pas qu'on soit pris. Et donc, sur ce fleuve à fort courant, et la nuit, très froid, parce on était transi de froid, et il y en a qui lâchaient la corde et étaient entraînés par le courant, et comme il y avait beaucoup de cailloux, ils se fracassaient, et il y a eu beaucoup de morts aussi là, hein. Et quand on arrivait maintenant de l'autre côté du fleuve, on restait un moment avant de commencer à grimper là-haut. Et là, on a grimpé de nuit, et il y avait des refuges de bergers, et on allait dans ces refuges où on attendait un moment propice pour continuer la descente. Et nous étions quand même assez nombreux, on était à peu près une quinzaine d'Africains. Il y a un Béninois, et lui, il a lâché, il est mort. Et, et là, on a commencé, quand il a fait beau, à descendre ce Collioure en France. Bon, de temps en temps, les gens nous voyaient parce que comme ils étaient habitués quand même à voir des Africains à traverser, on ne disait rien. Et on est arrivé à Collioure
le 28 avril. Le 28 avril 1964. Et là, il me restait encore un peu d'argent. Et à partir de Perpignan, j'ai pu prendre un train qui m'a amené donc à Paris le 1er mai 1964. Et alors, comment tu vivais à Barcelone? À Barcelone, nous étions beaucoup d'Africains candidats à l'immigration et nous étions logés dans une congrégation catholique. Et là, on était logés gratuitement. Et à Barcelone, on essayait de faire des petits boulots comme ça pour pouvoir avoir un peu d'argent. On nous donnait aussi à manger de temps en temps. Et nous sommes restés quand même plusieurs semaines à Barcelone, on peut trouver le passage. Et il y avait des passeurs professionnels, des Africains, qui venaient de temps en temps pour voir combien nous étions candidats. Et puis, ceux qui n'avaient pas d'argent, il y en avait qui avaient déjà leurs parents dans les foyers en Afrique, en France ici. Alors le passeur, il prenait les passeports pour ceux qui en avaient, ou les cartes d'identité, et quand il les faisait passer, ils allaient voir les parents dans les foyers. Parce qu'une fois on était passé, on était regroupés. On était regroupés du côté français. Et quand on passait, on donnait les adresses. Et ils venaient nous voir dans les adresses. On leur avait donné ou des frères ou des parents. Et c'était payé à ce moment-là. Et ils récupéraient et ils nous donnaient notre papier d'identité. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais moi, comme je n'avais rien, bon, j'avais quand même un peu d'argent, ce qui fait que je n'étais pas obligé de donner mes papiers et puis de passer par quelqu'un, puisque je n'avais personne en France, donc je ne pouvais pas passer par là. Mais en général, c'était le cas. Et les gens étaient d'abord gardés jusqu'à ce qu'ils récupèrent leur argent et puis ils les laissaient. Soit ils les laissaient passer, ils venaient les voir dans les foyers et ils payaient et récupéraient les papiers. Alors donc, nous étions dans cette condition-là à Barcelone, donc dans cette congrégation catholique. Euh, le pasteur, les pasteurs venaient de temps en temps, mais une fois que nous avions traversé quand même les Pyrénées, c'est eux qui nous prenaient à charge dans les camionnettes jusque dans la ville de Collioure. Donc, on n'était pas obligé de faire ce voyage à pied. Et arrivé là-bas maintenant, on s'éparpillait et chacun pouvait prendre la destination qu'il voulait. Donc, moi, le but de mon voyage, c'était Paris, effectivement. Je suis arrivé donc le vendredi 1er mai 64, je me souviens toujours, et j'avais un demi-franc. C'était les francs à l'époque. C'était la moitié d'un franc que j'avais. Et on m'avait donné l'adresse. Mon frère qui était au Mali avait son ami qui était à Paris, qui était commerçant. Et il m'avait donné l'adresse de cet ami-là en me disant que je pouvais loger chez lui. Et au mois de mai, il ne faisait pas encore chaud, nous n'étions pas habillés, j'avais des petites chemisettes africaines. Et puis bon, je suis allé, avec ce qui me restait d'argent, j'ai pu prendre le métro et je suis arrivé donc au 14 rue de Mars. La rue de Mars, c'est dans le quartier latin là-bas. Et je suis arrivé à la rue de Mars et j'ai demandé, on m'a dit que ce monsieur avait voyagé. Et donc, je ne savais plus où aller. Donc, j'ai erré comme ça dans le quartier latin, je ne savais pas, dans le jardin et tout. Et il avait une petite cabane dans la cour du 14 de rue de Mars. Il vendait des statuettes. Et où il mettait ses statuettes. Alors, j'avais une couverture, je le mettais devant cette cabane-là, je me couvrais et la nuit,
Et il y avait un café qui était donc euh, juste sur le boulevard Saint-Germain. Il y avait un café. Et le type là, ce type, quand tous les clients partaient, vers minuit, 1 heure du matin, les, les sans-abri venaient dans ce café-là, ils tendaient une grosse corde et on se mettait sur la corde parce qu'il y en a qui dormaient, qui ne voulaient pas se réveiller. Et comme on avait tous la tête posée sur la corde, et le matin, ils détachaient la corde, puis voilà. Et vous étiez debout ou Assis, assis? mais comme ça. Mais ça nous permettait de faire un bain de toilette là-bas. Alors, j'ai vécu comme ça un certain temps. Et j'avais rencontré un type dans le train en venant à Paris, un Malien, et qui m'avait donné son adresse, qui m'a dit, si tu as un problème, viens me voir, je peux t'aider. Il s'appelait Mamadou Koïta, ce type, je me souviendrai toujours. Et il m'a dit, bon, moi, j'ai eu une maladie de poumon à mon travail, c'était une maladie professionnelle, ce qui fait que je ne peux plus travailler. Je touchais donc une allocation d'invalidité. Il faisait du commerce de noix de cola de l'Afrique jusqu'ici. Et quand il recevait des, des, des kilos ou même des tonnes de noix de cola, et c'est lui, il transportait ça dans les foyers, dans les villes. Et c'est comme ça que je l'ai rencontré dans le train. Il m'a dit, bon, moi j'habite dans un foyer à euh, la rue Petit, dans le 19e. Il m'a dit, là, dans ce foyer-là, j'ai un lit. euh, je paye, mais je ne dors pas là-bas. Si tu as des problèmes, viens me trouver à la rue Petit, 19 rue Petit, et comme ça, tu peux occuper mon lit. Évidemment, je suis venu. Et ce lit-là, c'était des lits superposés. Euh, Il y avait à peu près une vingtaine d'immigrés par lit, tu vois. Et arrivé, et quand ils sont venus, ils m'ont dit, ah, son lit a été attribué à quelqu'un d'autre. On a mis dans le couloir un lit de camp et je dormais sur ce lit de camp. Et ce type m'a donné, à l'époque c'était des francs, 15 000 francs, francs hein. Il m'a prêté ça, il m'a dit, tu sais comment tu trouves du travail? Alors, il y a des petites annonces. Il y avait un journal qui s'appelait Le Parisien, je ne sais pas s'il continue toujours, et là, il y a la partie petite annonce. Et là, j'ai trouvé, donc j'ai acheté des tickets de métro et je pouvais manger avec l'argent qu'il m'avait prêté. Et j'ai vu une annonce des chaussures André. Ils avaient un dépôt à Pantin, à l'église de Pantin. Et ça, c'était quand l'usine amenait les chaussures et ils les distribuaient dans les magasins André. Et donc, ils avaient un dépôt à l'église de Pantin et un dépôt à Épinay-sur-Seine. Donc, je suis arrivé et c'était presque midi. Et il y avait un gardien, je me souviens d'elle toujours. Je suis allé voir le gardien, j'ai sonné, il a passé la tête, il m'a dit qu'est-ce que c'est? J'ai dit je viens pour la petite annonce. Il m'a dit non, 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 c'est fini, embauche terminée. Je l'appelle embauche terminée, plus place. Euh, Moi, je lui dis, et c'est bien dommage parce que ça m'aurait bien rendu service et j'avais pu avoir une place ici. Quoi? Il me dit, je dis, j'aurais aimé avoir une place ici, c'est bien dommage que je ne puisse pas l'avoir. Il dit, c'est un nègre qui cherche comme ça. Il me dit, attends. Et il téléphone. Il me dit, oui, l'embauche est terminée, mais j'ai un négro qui est là, il parle pas mal, hein. Est-ce que je peux vous l'envoyer? Je dis oui, j'arrive. Et le type me dit, bon voilà, on a terminé l'embauche, mais on a une usine à Épinay.
si vous voulez, on peut vous envoyer là-bas. Bon, vous passez l'après-midi, vous restez ici jusqu'à cet après-midi. Il y a un camion qui part là-bas. Vous prendrez le camion, vous partirez là-bas. Comme ça, vous travaillerez dans cette équipe, dans ce dépôt. Et puis, c'est ainsi que j'ai pu avoir ce travail. Et c'était pour séparer les chaussures par taille et puis après les charger dans les magasins en hôtel. Je suis arrivé là-bas et j'ai commencé à travailler. C'était une chaîne sur un tapis roulant et il y avait plein de gens aussi. Hein. Il y avait des Africains, il y avait des Français. J'ai commencé à travailler donc chez André et j'ai pu rembourser l'argent que Koïta m'avait prêté. Et il m'a dit, bon, maintenant, tu ne peux pas rester au foyer parce que tu n'as même pas de lit. Moi, je vis dans un hôtel au métro Louis-Blanc. Il m'a dit, voilà, tu peux venir ici, comme ça, on peut prendre une chambre à deux. Et c'est ainsi que je suis allé, j'ai logé donc, avec Koïta dans cette chambre. Et j'ai continué à travailler chez André à Épinay.